cœur de la force. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter. Et en cette veille d'Halloween, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous parler des méchants de comics, The Villains. Alors un peu de terminologie pour commencer, ce mot provient du mot evil qui signifie maléfique en anglais. Mais c'est surtout un terme utilisé dans le théâtre qui désigne le fauteur de troubles de la pièce, le comploteur, le traître. Un vieux proverbe dit « on reconnaît un homme à ses ennemis ». Et à bien des niveaux, les villains sont ce qu'il y a de plus nécessaire à l'existence des super-héros. Vous pouvez très bien avoir une série où le héros n'a pas de sidekick ou de partenaire, ni de demoiselle en détresse à sauver. En revanche, la série n'aura absolument aucun intérêt sans un villain. Les villains sont ce qui permet de renforcer ce que symbolise un héros et les valeurs qu'il incarne. Ils représentent aussi et surtout l'adversité, la difficulté quotidienne que l'on doit affronter, comme nous le démontre Spider-Man en affrontant tour à tour les membres des Sinister Six. Il y a plusieurs façons de cataloguer les villains. Personnellement, je les divise en 4 catégories. À commencer par la brute ou the bully. Ils sont tout simplement dénommés ainsi parce qu'ils ont tendance à foncer dans le tas sans se soucier des dommages qu'ils provoquent. Tout comme des animaux se mettent à charger lorsqu'ils se sentent en danger. Ce qui les rend à la fois imprévisibles et très dangereux. Deuxième catégorie, le voyou ou le voleur, l'espion, le mercenaire, the thief. C'est un être plus subtil que la brute. Son but est souvent de se faire un maximum d'argent le plus facilement du monde, soit en attaquant une banque grâce à un équipement amélioré, ou en offrant ses services à des gangsters ordinaires qui veulent éviter la confrontation avec les super-héros. On le retrouve souvent au sein de diverses organisations criminelles et parfois même à leur tête. Troisième catégorie, le savant fou. Ce sont les méchants les plus répandus pendant les années 30, 40 et 50. D'une certaine façon, les savants fous sont les versions modernes des sorciers et nécromanciens des récits fantasy. La mauvaise utilisation de la science est toujours plus ou moins présente parmi les méchants de comics. Par exemple, même le Joker et l'épouvantail, qui ne sont pas à proprement parler des scientifiques, ont un côté chimiste avec leurs gaz hilarants ou effrayants. Les premiers savants fous se ressemblent énormément. Ils sont vêtus d'une blouse blanche, avec un physique peu avantageux, maigreur, problème de myopie, handicapé en fauteuil roulant ou en léger surpoids, parfois d'une taille ridicule, sans oublier l'incontournable moustache. Certains d'entre eux aussi ont souvent des problèmes de calvitie, voire complètement chauves, sauf Lex Luthor. Lex Luthor qui, je vous le rappelle, à la base a une chevelure rousse dans ses premières apparitions, mais perdra ses cheveux à cause des radiations de la kryptonite. Oui, à l'origine, Lex Luthor était roux, comme quoi cet homme a toujours été maléfique. Mais ça va, c'est une blague, c'est Halloween, faut rigoler. Pour en revenir à l'archétype du savant fou, leur génie leur permet de faire face aux héros les plus puissants. Ils trouvent leur point faible et comment l'exploiter. Ils arrivent même parfois à percer l'identité secrète de leurs redoutables ennemis. Ces hommes n'abandonnent jamais leur labo et ils restent enfermés plusieurs jours sans voir le monde extérieur, à travailler sur leurs projets, tenter de conquérir le monde, ou en mettant au point un rayon hypnotique pour séduire une demoiselle qui a repoussé leurs avances, aggravant au passage leur démence mégalomaniaque. Les connaisseurs y verront l'héritage ou la marque de l'homme invisible de H.G. Wells. En effet, les savants fous ont un orgueil démesuré, se prenant pour des dieux, créateurs ou destructeurs, et c'est probablement pour cette raison qu'ils détestent les super-héros, car ces derniers sont un frein à leur rêve de grandeur. Le docteur Zarkov oblige Flash Gordon à monter dans une fusée sous la menace, car il est persuadé que ce dernier est un espion présent pour saboter son projet. Luthor voit son emprise sur Metropolis rabaissée après l'apparition de Superman. Dr Doom tient Red Richard responsable de l'accident qu'il a subi plutôt que d'admettre que c'est lui qui a commis une erreur de calcul avec sa machine. Et au vu de leur physique peu avantageux, ils détestent les confrontations physiques et préfèrent utiliser leur intellect lorsqu'ils doivent affronter les super-héros. Il est fréquent de les voir s'inspirer de Dr Frankenstein et de créer des robots ou des monstres géants qui affronteront le héros à leur place. Ou, parfois, de louer les services de la brute et du voyou en vue d'un combat. D'autres, tels que Dr Octopus, iront jusqu'à fonder des groupes de super-villains afin de terrasser le héros plus facilement. Si par le passé il était ponctuel que des villains s'allient pour faire face aux gentils, depuis les années 2000, les groupes et coalitions de super-villains deviennent de plus en plus fréquentes dans les comics, comme s'ils agissaient ensemble depuis toujours, formant une organisation secrète. Ce qui m'amène au prochain point. Tout comme les héros, les villains évoluent avec leurs époques et ont une dimension véritablement politique.
Des années 20 jusqu'au milieu des années 30, il y aura les gangsters et les voyous de la mafia. Des années 30 à la fin des années 40, le grand ennemi sera les nazis et parfois les nationalistes japonais. Et à partir des années 50, le climat de guerre froide imposera les communistes, souvent d'origine russe, comme principal antagoniste. Lorsqu'ils ne sont pas représentés de façon explicite, ils prennent la forme d'envahisseurs extraterrestres dont chaque membre de leur race ont exactement le même aspect physique, ce qui est une allégorie ou une critique du communisme. L'idéal communiste étant que les individus doivent effacer leur personnalité pour participer à quelque chose de plus grand au bénéfice de la communauté. C'est le cas de beaucoup de races extraterrestres et c'est quelque chose que l'on retrouve fréquemment dans les séries de science-fiction. Et lorsqu'ils n'ont pas un aspect uniforme, ils ont une peau rouge ou violette, rappelant le terme Purple Man, homme rouge, donc homme communiste. Et en parlant des aspects que peuvent avoir les aliens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup d'entre eux sont d'origine mollusque ou reptilienne ou insectoïde. Et c'est une chose que nous devons, encore une fois, à H.G. Wells, puisque les premiers martiens de la science-fiction, ceux de la guerre des mondes, étaient des espèces de pieuvres géantes. Maintenant que vous connaissez les différents types de vilains et d'où ils viennent, vous vous demandez peut-être quels sont leurs pouvoirs. Ils peuvent avoir exactement les mêmes que les super-héros. Toutefois, lors du Silver Age, les villains vont avoir des capacités bien spécifiques. Persuasion, manipulation, suggestion mentale, hypnose, création d'illusions, voire même déclencher des explosions ou liées à la radioactivité. Ils peuvent aussi avoir le contrôle de divers poisons ou toxines, sans oublier l'utilisation de la peur et de la rage. Alors je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais j'ai l'impression que ces pouvoirs symbolisent les outils utilisés par les régimes fascistes, quels que soient les pays ou leurs époques. Les discours à répétition sur tel et tel ennemi de la nation et de la liberté aident à propager la peur à travers les médias. Ces régimes créent une illusion de sécurité ou de solidarité avec les peuples en manipulant les masses et les lancent dans une quelconque chasse aux sorcières et bombardent un peuple qui ne représente pas ou plus un danger sans aucun état d'âme et ainsi règne sans partage en instaurant la peur et la colère autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Waouh, qu'est-ce que c'était que ça? Depuis quand il y a de la censure dans cette émission? Ce n'est pas grave, reprenons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode sur les super-pouvoirs, j'ai parlé de totémisation. Et c'est un gimmick auquel les vilains n'échappent pas. Parmi les animaux qui leur sont attribués, on peut trouver tout type de prédateurs, marins ou terrestres, tels que les pieuvres, maintenant vous savez pourquoi, les requins, les ours ou divers carnivores. Il est intéressant de voir que pour un héros et un vilain qui possèdent le même totem, il y a une différence du traitement dans leur apparence. Le vilain souffre d'une malformation qui lui permet de conserver un côté plus menaçant, sauvage et, disons-le clairement, plus bestial. Les littéraires y verront sûrement l'héritage de l'œuvre de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Pour en revenir aux prédateurs, parmi les plus fréquemment représentés, il y a les rapaces. À cause de leur méthode de prédation, ils sont souvent rattachés aux villains dans les comics. Dans l'univers Marvel, vous avez le hibou et le vautour, qui sont tous deux liés au monde de la finance. Dans l'univers de Batman, on trouve une société secrète appelée la Cour des Hiboux, dont le champion est l'Ergot Noir. Et sur Terre 3, une Terre parallèle, les membres de la Justice League sont tous devenus maléfiques. Et l'opposé de Batman se nomme Holman. Si vous vous posez la question, le nom de ce groupe est The Crime Syndicate of America ou CSA. Comme quoi, le CSA, c'est le mal. Mais il n'y a vraiment pas moyen de faire de l'humour. L'espèce animale la plus représentée chez les villains reste tout de même les reptiles. Alors là, c'est le festival du caméléon au lézard de Spider-Man, en passant par Killer Croc ou Copperhead, sans oublier King Cobra et la Société du Serpent, vous en avez pour tous les goûts. J'ai tout de même une petite affection pour l'Abomination, dont le combat final du film Incredible Hulk me fait étrangement penser à une version Marvel de King Kong contre Godzilla. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai tendance à prendre le parti de King Kong. Je voulais dire Hulk, désolé. Alors, cette aversion instinctive de l'espèce humaine pour les reptiles vient-elle d'une forte influence judéo-chrétienne dans notre culture qui nous pousse à nous méfier des serpents et à chasser le dragon? De notre fascination pour les héros antiques combattant des reptiles géants? Ou bien, peut-être, est-ce notre mémoire génétique qui nous fait comprendre inconsciemment que nos ancêtres simiesques n'auraient jamais pu évoluer si le règne des dinosaures n'avait pas pris fin? Eh bien, honnêtement, j'en sais rien. Je n'en ai pas la moindre idée. Choisissez la réponse qui vous convient le mieux, parce que pour moi, le mystère demeure entier.
Toujours est-il que dans l'imaginaire collectif, les reptiles sont les parfaits méchants, tantôt prédateurs, tantôt symboles de sociétés secrètes. Si vous avez été attentif au début de la vidéo, j'ai dit qu'il y avait, selon moi, 4 types de villains et en ai énuméré seulement 3. Tout simplement parce que je veux vous garder le meilleur pour la fin. Ils sont celles et ceux que vous trouverez tout en haut de la pyramide du mal, les Némésis. Cet archétype compile les diverses spécificités des autres villains, mais pas seulement. Pour définir ce qu'est une Némésis, je vais me contenter de celui que l'on considère comme étant le premier de l'histoire de la littérature. Le Napoléon du crime, la terreur de Londres, le dernier problème de Sherlock Holmes, le professeur James Moriarty. Se sentant prisonnier du succès que lui avait procuré son personnage, Sir Arthur Conan Doyle décida de créer un adversaire capable de tuer le grand détective. On retrouve chez Moriarty tous les éléments que les villains utiliseront par la suite dans les comics. Il est à la tête d'un réseau criminel qui lui procure pouvoir et fortune, il loue les services d'un ancien tireur d'élite pour assassiner ses adversaires, et il possède une vigueur et des connaissances martiales qui lui permettent d'affronter Sherlock Holmes en combat singulier. À la fin de l'aventure où il apparaît pour la première fois, Moriarty emporte avec lui Holmes dans les chutes de Reisenbach et tous deux seront présumés morts. Et voilà le rôle de la Némésis, causer la perte définitive du héros. Car tout comme je viens de le dire, elle seule peut l'affronter à armes égales, autant sur le plan physique qu'intellectuel. La Némésis est l'exact opposé du héros. Et tels deux aimants, ils finiront toujours par revenir l'un vers l'autre. Sans elle, le super-héros est incomplet. L'aura même du personnage et sa réputation dépendra du charisme de sa Némésis. Et sans une bonne Némésis, une série peut couler, tel que ce fut le cas pour Hulk, Daredevil et les X-Men dans les années 60. Vous l'aurez donc compris, la réputation de la Némésis se fait pas en un épisode, mais bel et bien sur plusieurs discontinus afin de créer une menace fantomatique et omniprésente dans la vie du héros. Lorsqu'on voit les méthodes employées par les vigilantes, on pourrait tout de même se demander si les villains sont véritablement des êtres mauvais. Au fond, ce qui pose problème avec eux vient de leurs motivations qui peuvent sembler égoïstes et leur attitude brutale. Mais si un jour les héros venaient à disparaître, les Némésis et les villains seraient probablement les seuls êtres assez puissants et organisés pour protéger le monde des menaces extérieures. Car qu'est-ce qu'un villain si ce n'est un héros raté que l'on a condamné à sombrer du côté obscur? Voilà, l'épisode du jour est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon Halloween rempli de farces, de sucreries, de belles frayeurs et de sourires. À très bientôt, c'était Peter Baker pour Tales of Comics. Ciao.